internationales, notre organisation continentale, j'ai cité l'Union africaine, de son obligation d'assurer la paix et la sécurité en Afrique. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, je ne pourrais m'appesantir sur la paix et la sécurité en Afrique sans évoquer la crise sécuritaire qui sévit à l'est de mon pays. Depuis près de 30 ans, des forces négatives ainsi que des groupes terroristes étrangers sèment la mort et la désolation dans cette partie du territoire national. Cette horreur n'est toutefois pas imputable qu'aux forces négatives et terroristes, mais également à des gouvernements, notamment celui du Rwanda, dont la responsabilité dans cette tragédie a depuis de nombreuses années été établie. S'agissant de cette crise, et particulièrement de l'occupation d'une partie de la province du Nord Kivu par la coalition composée des forces de défense rwandaises, les RDF en sigle, et du groupe terroriste du M23, la position de mon gouvernement se résume en 4 points, à savoir: premièrement, mon gouvernement réitère le caractère non négociable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, de même que le bien-être de ses populations. Deuxièmement, le gouvernement rappelle son droit et son devoir de prendre toutes les dispositions requises pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays et sécuriser nos populations ainsi que leurs biens. Nul n'a le droit de l'en empêcher. C'est pourquoi, en ma qualité de commandant suprême de nos forces armées, je rassure une fois de plus qu'aucun effort ne sera ménagé pour obtenir le retrait des troupes rwandaises de notre territoire, l'éradication des groupes armés et la restauration de la paix dans toutes les zones en proie à l'instabilité. Troisièmement, le gouvernement reste fermement attaché à la mise en application du plan de paix issu des processus de Nairobi et de Luanda, endossé par l'Union africaine et soutenu par les Nations unies. Ce plan demeure la seule voie valable pour un règlement pacifique du conflit qui oppose notre pays à son agresseur, la République du Rwanda. À cet égard, je tiens à souligner que la République démocratique du Congo a respecté tous ses engagements souscrits dans le cadre de ce plan. Cependant, le Rwanda a, comme dans ses habitudes, manqué aux siens en empêchant l'exécution du plan de paix de Luanda et de Nairobi. À ce jour, les forces de défense rwandaises continuent à opérer impunément et en violation du droit international sur notre sol, comme l'attestent les rapports des groupes d'experts de l'ONU sur l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que les clichés tirés des drones de la MONUSCO et des forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC. Enfin, quatrièmement, un règlement du conflit par les voies diplomatiques pourrait être envisagé avec le Rwanda. Cependant, pas dans n'importe quelles conditions. En effet, aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle qu'en soit l'étendue, une portion de notre territoire. Et tant que cette situation perdurera, les forces armées de la République démocratique du Congo demeureront, quoi qu'il en coûte, commises à leur poursuite, et ce, jusque dans leur dernier retranchement. En d'autres termes, nous n'accepterons aucun compromis, quel qu'il soit, qui n'aurait d'autres objectifs que la sauvegarde de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la stabilité de la République démocratique du Congo. Aucun compromis qui aura pour effet de porter atteinte aux droits inaliénables du peuple congolais à la vie et à la pleine jouissance de ses richesses. C'est pourquoi il est impératif
aujourd'hui, par-delà le soutien considérable et la ferme condamnation de cette agression étayée par les rapports du groupe des experts des Nations Unies, que la communauté des nations passe à l'action. Je lance ainsi un appel pressant aux instances onusiennes, à l'Union africaine et aux organisations régionales pour que soient initiées des sanctions ciblées à l'encontre des responsables rwandais et ceux du mouvement terroriste du M23 qui s'adonnent à la violation de notre souveraineté. En l'absence de telles sanctions, conformément au droit international, le Rwanda et ses alliés persisteront dans leur défiance face à la stabilité internationale sans craindre des répercussions. Avant de refermer ce chapitre consacré à l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de notre pays, je ne pourrais manquer d'exprimer ma satisfaction ainsi que celle de mon gouvernement en rapport avec le plan de désengagement complet, progressif, ordonné et responsable présenté par la MONUSCO au Conseil de sécurité des Nations Unies et adopté à l'unanimité le 20 décembre dernier en vue du retrait définitif du contingent onusien déployé sur notre territoire. Je saisis cette occasion pour saluer, tout en les félicitant, le sens de responsabilité, l'esprit constructif et le réalisme des membres du comité conjoint gouvernement congolais MONUSCO, rédacteur de ce plan. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour saluer le déploiement dans la province du Nord Kivu de la force régionale de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SAMI-DRC en sigle, venue en appui au FARDC dans les opérations menées contre la coalition RDF M23. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, en ce début d'année et au moment où le peuple congolais vient de me renouveler sa confiance, je tiens à rassurer tous nos partenaires, publics et privés, nationaux comme internationaux, de notre volonté à maintenir le niveau d'engagement jusqu'ici enregistré avec la communauté internationale. En effet, la République démocratique du Congo demeurera un espace de coopération ouvert à tout partenariat gagnant-gagnant dans le strict respect des lois nationales et conforme à son nouveau projet de société. Un projet de société conçu à travers 6 engagements, à savoir, premièrement, l'engagement à stimuler la création d'emplois en encourageant l'entrepreneuriat, particulièrement chez les jeunes et chez les femmes. Deuxièmement, l'engagement à protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant l'inflation et en contrôlant le taux de change. Troisièmement, l'engagement à offrir plus de sécurité à nos concitoyens et d'assurer avec plus d'efficacité la sécurité et l'intégrité de notre territoire national. Quatrièmement, l'engagement à diversifier et accroître la compétitivité de notre économie en mettant l'accent sur la transformation locale de nos produits agricoles et miniers et en exploitant ainsi pleinement nos ressources nationales. Cinquièmement, l'engagement à améliorer l'accès aux services de base à travers notamment l'extension de programmes phares tels que ceux de la couverture santé universelle, de la gratuité de l'enseignement, ainsi que du plan de développement local des 145 territoires. Et enfin, sixièmement, l'engagement à renforcer l'efficacité de nos services publics afin de les rendre plus accessibles, réactifs et adaptés aux besoins des citoyens. C'est donc à la lueur de ces engagements que se développera l'action gouvernementale au cours de cette nouvelle mandature. Cette mandature sera également celle de la réaffirmation par le prochain gouvernement de notre engagement à lutter contre le réchauffement climatique en accordant une attention particulière à la transition énergétique et à la matérialisation du projet de fabrication des batteries électriques poursuivi en partenariat avec la République de Zambie et soutenu par les États-Unis d'Amérique.